Bienvenue à cette 4e émission d'information sur l'exploration pétrolière dans l'Est du Québec. La réalisation d'un forage, de loin le plus coûteux de tous les travaux, constitue une étape déterminante pour une société d'exploration pétrolière. Dans cette émission, après vous avoir entretenu sur les étapes qui mènent au choix d'un site pour forer un puits, nous vous décrirons en détail les différentes étapes d'un forage. Quels équipements retrouve-t-on sur le site d'un forage? Quelle expertise humaine gravite autour d'une foreuse? Qu'est-ce que de la boue de forage et pourquoi utilise-t-on une torchère? L'ingénieur Pierre Roule vous expliquera comment on procède à l'aménagement du terrain et attirera votre attention sur les normes strictes qui régissent l'installation de plusieurs coffrages dans le but de protéger la nappe phréatique. Il mettra l'accent sur le rôle important que joue la cimentation dans cette protection. Nous ferons ressortir les avantages d'un forage horizontal conventionnel par rapport à un forage vertical. Bonne émission! Impossible de faire une découverte sans forage. Même si on a toute la meilleure information sur le réservoir, on voit une sismique 3 dimensions de superbe. Puis on voit différentes couches. On peut s'imaginer qu'une couche de gaz, une couche d'huile ou d'eau, c'est ça la problématique. Est-ce que c'est de l'huile ou c'est de l'eau qu'on voit qui est là? Alors, le choix d'un emplacement, là, lorsqu'on arrive à la décision d'aller faire un forage, on regarde sur la sismique, sur le réservoir. Généralement, le réservoir est sur une bonne étendue. Donc, on arrive avec plusieurs options. Déjà, par la loi, il y a certaines restrictions quant à la proximité des lieux d'habitation aux alentours, des rivières, des milieux humides. Donc, on doit prendre tous ces critères-là en compte quand on veut choisir un emplacement de forage pour éviter la contamination, par exemple, de ruisseaux ou de cours d'eau ou de marais. Comme dans le cas d'Aldimone numéro 3, par exemple, on avait plusieurs options. Et là, on a demandé à une firme d'environnement d'évaluer environnementalement est-ce qu'il y a des espèces d'animaux, d'arbres, est-ce qu'on est proche de milieux humides et qu'il faudrait s'éloigner. Alors, on est arrivé ça peut nous aider à prendre certaines décisions. Lorsque ça fait partie des terres de la couronne, alors pour nous, c'est assez simple, on fait une demande de permis. Dans le cas d'un terrain privé, alors là, c'est le côté humain. Alors, je pense qu'il faut avant tout aller voir le propriétaire. Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'on soit sur son terrain? Phase 3, c'était de signer une bail d'accès, chemin d'accès, donner l'accès à ces gens-là pour venir encore explorer, puis explorer ces forêts. Dans le cas d'un forage, c'est assez simple, c'est une entente avec un propriétaire. Et cette entente-là, on a délimité avec un arpenteur qui vient, on délimite le terrain et on va pas plus grand que ce terrain-là. On arrive aussi avec on garde une bande d'arbres autour. On essaie de faire en sorte que ça soit le plus équitable possible, donc la même entente pour tout le monde. Il faut expliquer tout, en quoi ça consiste, d'être sur le terrain, construire le pan et tout ça, le voyagement. Et à l'intérieur de cette entente-là, c'est certain qu'il y a toutes les clauses de protection. Donc, si contamination, lorsqu'on quitte, lorsqu'on va avoir terminé, disons, il y a un succès, alors on ferme au bout de 20 ans, on ferme le chantier. Bien, dans ce cas-là, comment on fait la réhabilitation du milieu? En fait, la première responsabilité, c'est de rédiger un programme de forage qui rencontre, en fait, les objectifs qu'on se fixés au point de vue géologique pour atteindre une certaine cible en profondeur, en tenant compte des critères, d'abord, de sécurité pour être capable de poser des coffrages suffisamment profondément pour s'assurer qu'on n'a pas de contamination de la nappe phréatique à la surface et ensuite de contamination croisée d'une zone, par exemple, qui aurait de l'eau, qui aurait du gaz. Alors, une fois s'est entendu avec le propriétaire de terrain, faut
procéder à la demande de permis au ministère. Dans cette demande de permis-là, on va donner tous les détails du forage qu'on a l'intention de faire. Je m'excuse. Entre autres, les données géologiques dont on a parlé plus tôt, l'indication sur des lignes sismiques, la façon dont on a l'intention de faire le puits, les diamètres, les coffrages, les ciments qu'on va devoir utiliser, l'enregistrement diagraphie et les essais qu'on a l'intention de faire durant le cours du forage. Et cette information-là est soumise au ministère et le ministère nous émet à ce moment-là un permis de forage si c'est conforme, en fait, à la réglementation. Ce qui est défini comme un pad, ou la surface de travail pour un forage, en fait, est l'espace qui est requis pour être capable de mettre non seulement la foreuse sur une surface suffisamment stable pour qu'elle soit capable de supporter les charges durant le forage, mais aussi tous les équipements auxiliaires ainsi que les bacs à boue, les bacs à retaille, les roulottes pour le personnel de supervision. C'est généralement une vingtaine de vannes qui passent. Alors, il faut adapter souvent le chemin, le rendre plus adéquat pour passer notre gros matériel. Vous allez commencer par enlever toute la terre arabe, en fait, sur l'endroit dont vous avez besoin. Vous allez la tasser tout d'un côté, de façon à aller sur la roche, en fait, qui n'a pas de valeur comme terre arabe. Et c'est là-dessus que vous allez, au besoin, si ça a besoin d'être consolidé, vous allez mettre du gravier, du sable pour être capable d'avoir une bonne surface portante. Le terrain d'Aldimand est un petit terrain. Lorsqu'il a été préparé, en fait, il était préparé pour une foreuse qui était une très petite foreuse et a été faite en hiver. Et on a été obligé même depuis le moment du forage de l'agrandir. Et même présentement, il n'est pas à la pleine grandeur d'un terrain normal. Prochain pad, on pourrait parler à ce moment-là de grandeur de 100 par 150 mètres. Le coffrage est essentiellement un tuyau d'acier qui est descendu dans le puits et dont on cimente l'extérieur entre le tuyau d'acier et la paroi de façon à bien installer, à bien tenir le coffrage dans le sol. Le coffrage lui-même est un tuyau d'acier, mais on peut l'appeler de façon différente. Il y en a le premier qui est un conducteur, généralement, qu'on fait poser bien souvent par des foreuses utilisées pour l'eau qui va nous donner une assise jusqu'à peu près 30 pieds ou 10 mètres dans le sol, de façon à lorsque vous commencez à forer avec de la boue, que votre terrain tout en dessous de votre foreuse ne tombe pas en fait dans votre trou. Ça vous donne une première assise. Et c'est un coffrage de travail, en fait, qui est cimenté légèrement avec la formation. Le premier coffrage qui est important après ça est le coffrage de surface, qui doit, par la loi, se rendre à un minimum de 10 % de la profondeur totale que vous désirez, à laquelle vous désirez aller. À 3000 mètres, vous allez mettre votre coffrage de surface à 300 mètres. Et c'est toujours de la même façon. Vous forez jusqu'à 300 mètres, vous descendez votre coffrage, qui est du tuyau très épais, qui est vissé. Les joints sont vissés les uns dans les autres. Et ensuite, vous procédez à la cimentation de ce coffrage-là dans la formation en poussant en fait, du ciment liquide, là, pas du béton, mais juste du ciment et de l'eau, par l'intérieur de votre coffrage jusqu'à la base du coffrage. Et le ciment remonte à ce moment-là dans l'espace annulaire entre le coffrage et la surface. Vous le laissez sécher de 24 à 36 heures. Une fois qu'il est bien pris, vous êtes capable de souder à la surface de votre coffrage une bride sur laquelle vont s'installer vos équipements anti-éruption. Il n'y a pas une compagnie de forage qui se respecte ou un opérateur qui se respecte qui ne coffrerait pas vis-à-vis de la nappe phréatique. Ça serait courir après le trouble dès le départ. Et généralement, même on peut penser que pour un puits même un puits de 1000 mètres seulement, l'obligation serait de 100 mètres. Et ce qui est 300 pieds, la nappe phréatique, en général, l'eau se retrouve entre 100 et 200 pieds, gros maximum. Fait que déjà, vous avez, même dans le plus petit des cas, il vous resterait un 100 pieds au minimum de coffrage de surface. Et le coffrage de surface sert seulement durant le forage. Une fois que le puits est complété lui-même et qu'il doit être retravaillé par la suite, vous avez un coffrage de production qui, lui, va de la surface jusqu'au fond et qui est recimenté jusqu'à la surface. Le but du séparateur, comme son nom l'indique, est de séparer l'effluent gazeux de l'effluent liquide de façon à être capable de transporter le pétrole, finalement, qui est stable à ce moment-là, qui ne dégaze plus, de pouvoir le transporter tout simplement par des camions de transport réguliers
et d'éviter d'avoir à transporter un pétrole qui dégage encore du gaz sur le transport. Et pour une installation où le producteur est en mesure de commercialiser son gaz, bien, ça permet à ce moment-là d'avoir un gaz qui est propre, sans huile, et qu'on peut comprimer et transporter dans des réseaux de transport. Le gaz et le pétrole est un peu comme le CO2 dans une eau gazeuse. Lorsque vous ouvrez une bouteille d'eau gazeuse, la bouteille est sous pression et lorsque la pression est enlevée, le CO2, le gaz carbonique qui est dans la liqueur, vient en solution et ça fait des ballons et ça sort. C'est la même chose lorsque vous produisez du gaz. Il est en solution dans le pétrole. Dans la formation, vous voyez juste un liquide qui est très léger. Lorsque ce liquide-là monte à la surface, la pression baisse, les bulles de gaz commencent à sortir et se séparent. Fait que lorsque vous rentrez dans un séparateur, qui finalement est juste une tour dans laquelle vous avez un flotteur, vous avez le liquide qui rentre, qui va évidemment au fond. Vous avez le gaz se sépare et a tendance à monter vers le haut. Le flotteur agit un peu comme dans une toilette en réalité. Lorsque le flotteur lève, il y a une valve qui rouvre au fond et qui laisse sortir l'huile. Lorsqu'on est en test des essais de pompage et en test de production, on cherche du pétrole. Donc, mais le pétrole est toujours associé à ça un petit peu de gaz. Lorsqu'on est en test et en exploration et non pas en production, on peut brûler ce gaz-là. C'est permis de brûler ce gaz-là. Alors, il y a une réglementation par rapport à ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une torchère et il y a un séparateur qui va, l'huile s'en va dans un réservoir et le gaz est acheminé vers le brûleur, finalement, qui brûle le gaz. Par ailleurs, lorsqu'on va tomber en production, là, ça va être une autre chose. On n'a pas le droit de faire brûler ce gaz-là. Pour produire notre pétrole, on a besoin du gaz. Le gaz va pousser sur la formation de pétrole et aider à faire sortir le pétrole. Si je donne l'exemple de Bourque, par exemple, Bourque, on sait qu'il y a une bonne partie de gaz qui est associée à ça. Donc, si c'est vraiment la quantité qu'on envisage, il va falloir réfléchir à comment est-ce qu'on va le réinjecter, le mettre dans des réservoirs souterrains. Présentement, dans la région de Gaspé, il n'y a pas vraiment de consommateurs de gaz. Alors, s'il y avait des industries, est-ce qu'on peut permettre à ce qu'il y ait de nouvelles industries qui ont besoin de gaz de façon significative, d'utiliser ce gaz-là pour produire leurs ressources ou pour produire leurs produits? La boue, en fait, est un terme générique. C'est de l'eau, généralement, dès le départ, auquel on additionne de la bentonite, qui est de la glaise. Une glaise qui va rendre l'eau visqueuse, qui fait... C'est pour ça qu'on appelle ça de la boue. C'est de la boue, en réalité. Et la boue a trois utilités. La première, c'est de nettoyer le trépan de façon à ce que le trépan, lui, qui a des dents qui tournent et qui broie la roche, ne rebroie pas toujours la roche qui vient juste de broyer. Les morceaux qui viennent de se détacher, on ne veut pas les rebroyer encore pour les rendre plus fins. Ce qu'on veut faire, c'est les ramener le plus rapidement possible à la surface et continuer le forage. Donc, la boue, elle, sort continuellement par des jets au niveau du trépan et nettoie ces retailles-là au fond du puits et les ramène à la surface. Sur le sommet de vos observateurs anti-éruption, vous avez comme une tuyauterie qui est en T et ça fait une sortie. Fait que la boue remonte en circulant. Évidemment, étant donné qu'il y a un T, elle sort sur le côté de la foreuse et vous avez une goulotte qui est répartie sur des tamis vibrants qui sont des tamis très fins, dont les ouvertures peuvent être quelques millimètres seulement. Les tamis vibrent et la boue elle-même passe à travers le tamis. Les retailles qu'elle portait jusque-là glissent sur les tamis et tombent dans un bac à côté pour être identifiés. On en prend toujours des échantillons, les géologues les regardent, on identifie les roches et on en dispose ensuite plus tard à la fin du forage. La boue, elle, est réutilisée, repompée. La deuxième utilité, c'est que ça refroidit aussi la tête de forage, parce que quand vous imaginez que si vous mettez, on parle de l'ordre des poids de 25 à 30 000 livres, fait que la boue sert à refroidir votre tricône. Et un rôle aussi encore plus important, cette boue-là
garde un poids, une pression hydrostatique sur les formations que vous venez de forer. Vous avez posé votre coffrage de surface, par exemple, disons, 300 mètres, vous êtes rendu à 1500 mètres. Les zones que vous avez forées ne sont pas coffrées à ce moment-là, mais s'il y a de l'eau ou de l'huile, le poids de la colonne de boue est calculé, la densité de la boue est calculée de façon à être légèrement supérieure à la pression que vous pensez rencontrer vis-à-vis des formations. Et la boue elle-même, sa composition est faite qu'elle va généralement, si la boue se met à rentrer dans la formation, elle va faire comme une espèce de petit gâteau, une pellicule à la surface pour empêcher qu'il rentre trop de boue dans la formation pour pas l'endommager. À la fois, elle a des propriétés qui empêchent les fluides de la formation de rentrer dans le puits, mais en même temps, elle a des propriétés qui fait qu'elle ne fera pas d'invasion profonde pour endommager les zones que vous êtes en train de forer. Fait que c'est les 3 utilités. C'est de la boue, mais c'est très pratique. Dans cette boue-là, je vous disais tantôt que de l'huile, il va y avoir du gaz. Fait que ces petites quantités d'huile et de gaz-là vont être remontées à la surface avec les retailles dans la boue. Et généralement, sur 99% des foreuses, vous allez avoir, à la sortie du tamis, dans la goulotte, en fait, un détecteur de gaz qui vous permet d'identifier si vous venez de traverser une zone qui va avoir de l'huile. Et généralement, si cette huile-là est en quantité moindrement importante, vous allez voir sur le sommet de vos bacs à boue, vous auriez à ce moment-là une petite couche d'huile qui se formerait. Fait que vous auriez une autre indication comme quoi vous venez de rencontrer une zone d'intérêt. Et durant tout le forage, on a toujours ces fameux détecteurs de gaz-là qui vérifient continuellement s'il y a la présence ou non de gaz dans la boue pour des questions de sécurité aussi. Depuis que l'électronique est disponible maintenant, les derniers forages qu'on a fait ici, on a toute l'instrumentation sur la foreuse est raccordée à un système de télémétrie. Et je peux, de mon bureau ou de mon domicile, en fait, voir en temps réel à quelle profondeur on est, quelle est la vitesse avec laquelle le trépan tourne, quel est le poids sur le trépan, la vitesse de pénétration du forage, le nombre de pompes qui sont en fonction, le nombre de coups que les pompes vont donner, la quantité de gallons à la minute de boue qu'on circule. Je disais tantôt qu'on a des analyseurs de gaz. On voit quel est le pourcentage de méthane, de propane et de butane qui ressortent. Fait que l'information est disponible en continu. Durant tout le forage, on essaie de minimiser la quantité de solide qui reste dans la boue pour avoir seulement de la gintonite. Fait que les retailles sont enlevés, les éléments très fins aussi sont enlevés. Et selon que vous avez eu de présence ou non d'huile, ils vont être caractérisés par des laboratoires indépendants. Et selon leur nature, ils peuvent être envoyés dans certains cas dans des sites d'enfouissement normaux ou dans des sites d'enfouissement pour des matières dangereuses. Ça fait que dépendant de ce qui s'est passé durant le forage, vous allez prendre une mesure ou une autre pour vous débarrasser de vos cottings. Dans certains cas, si ça a été foré avec de l'eau dès le départ, vous pouvez même les utiliser pour faire des routes de gravier. Parce que finalement, ce que vous forez, si vous n'avez pas foré de zone dans laquelle il y avait de l'huile ou des produits délétères, vous forez dans des grès, dans des dolomies puis dans des calcaires, comme vous en avez à la surface du sol. Si le grain de la roche est lui-même à une taille de 1 cm, par exemple, bien, on ne récupère que des fragments du grain de la roche. C'est beaucoup plus difficile à analyser. Et puis, on perd beaucoup de choses. On étudie la porosité ou la perméabilité. C'est à peu près impossible sur des retailles. Tandis que la carotte, elle, permet de faire toutes sortes de tests de laboratoire. Donc, c'est évidemment pour nous, ce qui est carotté est beaucoup plus précieux. Le carottage, en fait, est réalisé lorsqu'on veut être capable de mesurer bien précisément les caractéristiques d'une zone qui est d'intérêt. On récupère 10 mètres ou 20 mètres de carottes à ce moment-là. Mais ça se fait à l'intérieur du même trou avec le même équipement de forage. C'est uniquement la tête de forage qui change. Fait qu'on se prépare et lorsqu'on arrive 1 mètre au-dessus de la zone qu'on veut carotter, on va sortir les tiges de forage et on va remplacer le trépan par un tube carottier qui est muni d'une couronne à diamant généralement, qui va nous permettre de couper des carottes, par exemple, qui vont avoir 110 mm de diamètre environ. Le géologue est, je dirais, le personnage presque central lors d'un forage parce que c'est lui qui s'assure que le forage répond aux objectifs qui étaient prévus. C'est lui aussi qui surveille tous les appareils de mesure qui enregistrent, par exemple, les émanations de gaz ou qui s'assure que s'il y a du pétrole qui apparaît sur ce qu'on appelle les shakers, là, les appareils qui récupèrent des échantillons du forage, il faut qu'il y ait un suivi de tout ça.
Et en plus, il y a un travail technique. C'est lui qui va préparer des échantillons et qui les examine pour comprendre les terrains qui sont traversés par le forage, s'assurer que les niveaux stratigraphiques recherchés sont à la bonne profondeur et ainsi de suite. Donc, c'est le travail du géologue qui est, je dirais, la pièce maîtresse du forage. Parce que les opérations de forage se poursuivent 24 heures par jour, à partir du moment où on installe la foreuse. Donc, ça prend une supervision continue. La cible peut être atteinte aussi bien à 2 heures du matin qu'à 2 heures de l'après-midi. Il faut être toujours présent ou il faut être prêt à réagir sur le moment. On examine des échantillons aussi bien de nuit que de jour. Et lorsqu'on atteint l'objectif du forage, donc dans le cas de zone d'Haldimand, c'est le York River, alors là, on rentre dans notre zone et lorsqu'on sort de la zone, le géologue doit dire « Ips, on est sorti de notre zone, on continue un petit peu le forage, puis après ça, on dit qu'on a atteint notre objectif. » Là vient une étape importante. Alors, une fois qu'on a atteint notre objectif, juste un petit peu avant, on va faire un appel. On va contacter une firme externe, donc qui s'appelle généralement Schlumberger. Ils sont presque les seuls au monde à faire ce travail-là. Ils viennent passer des instrumentations à l'intérieur de notre puits. Maintenant, on passe des outils dans le puits. Ces outils-là nous permettent de déterminer les propriétés physiques. Les propriétés physiques nous permettent de déterminer beaucoup de choses. Entre autres, le volume des parts. Et puis ensuite, on a besoin de savoir est-ce que c'est de l'eau ou des hydrocarbures. Ça veut dire que là, on a d'autres outils qui nous servent à déterminer quel est le volume d'eau occupé dans les parts. Ces outils-là permettent de déterminer j'ai peut-être 15 % d'eau, 85 % d'hydrocarbures. Dans ce 85 % d'hydrocarbures, j'ai du gaz en solution, telle quantité. Plus on avance dans notre exploration, plus c'est des informations qui deviennent essentielles et qui s'ajoutent aux indices d'huile qui viennent. Donc, on peut savoir, disons, à 952 mètres, on a une venue d'huile ou on a un échantillon qui avait de l'huile et que c'est corroboré par la diagraphie. Donc, on vient s'assurer exactement d'une zone plus précise à l'intérieur de notre forage. Vous atteignez un point où vous avez rencontré la roche qui est à votre zone d'intérêt. Mais c'est pas parce que vous espérez qu'il y a de l'huile ou du pétrole ou du gaz là qu'il y en a nécessairement. Vous pouvez vous trouver avec une roche qui est poreuse mais qui contient de l'eau, par exemple. Ou une roche qui contient à la fois du pétrole et de l'eau et dont les proportions semblent indiquer que vous ne pourrez pas le faire de façon commerciale. Fait qu'à ce moment-là, les partenaires ont une décision à prendre. Est-ce qu'on pose un coffrage de production ou bien si on abandonne le puits, tout simplement. Et c'est ce qu'on appelle le casing point. Et c'est un point qui vaut 200 000 $300 000 parce qu'il y a une décision à prendre. Est-ce qu'on met du coffrage et on espère que le puits va pouvoir être mis en production par la suite? À ce moment-là, c'est le point, c'est le fond du puits. C'est on met un coffrage ou on l'abandonne. Et c'est le casing point. Les tests de production nous permettent de voir justement quel débit on peut espérer tirer d'un puits à moyen et à long terme. Lorsqu'on prend la décision de continuer de parachever, que là, on va procéder à mettre le tuyau de métal et le ciment qu'on passe dans le tuyau et qui va remonter jusqu'à la surface. L'idée du coffrage, finalement, est d'isoler toutes les zones les unes des autres. Et lorsque on va vouloir, par la suite, faire des tests, parce qu'ils vont venir les tests vraiment de production. On va revenir et on va perforer à travers le coffrage une zone bien spécifique. La perforation, en fait, sert à avoir accès, à faire communiquer le puits lui-même avec des zones d'intérêt. On a parlé tantôt plutôt de poser des coffrages, de cimenter. Une fois que le coffrage est posé, cimenté à l'intérieur d'un puits, il n'y a aucun fluide qui peut venir de l'extérieur du coffrage des différentes formations et venir se mêler ou entrer dans le coffrage, puisque c'est un coffrage d'acier qui est étanche et qui est entouré d'une épaisseur de ciment qui peut varier de 1 à 2 pouces.
Donc, si on veut retourner pour produire une certaine zone, il faut être capable de retraverser ce coffrage-là et ce ciment-là. Et c'est ce qu'on appelle faire des perforations. Les outils utilisés, en fait, sont datent de la guerre. C'est l'équivalent d'une charge de bazooka ou une charge, ce qu'on appelle les charges creuses, qu'on descend. C'est à peu près la grosseur d'un point, 23 grammes d'explosifs. On les descend vis-à-vis les endroits où on peut perforer. Et ça crée, à travers le coffrage, le ciment et dans la roche, un trou d'une longueur qui peut varier peut-être de 20 à 30 cm. Et à travers ce trou-là, maintenant, le fluide qui est dans la formation peut pénétrer dans le coffrage et être produit. Un forage conventionnel, vous ferez pratiquement à la verticale avec un trou qui va avoir, disons, 17 cm de diamètre et vous allez traverser une formation qui a peut-être 10 mètres d'épais. Donc, vous avez comme une espèce de cylindre dans la formation à un endroit bien précis qui n'a seulement que 8 pouces de diamètre vers lequel toute l'huile ou le gaz doit venir. C'est donc un espace qui est relativement restreint. Si la perméabilité de la roche est faible, la quantité d'huile qui peut venir dans un temps donné peut ne pas être suffisante pour rendre le puits économique. Si vous êtes capable de faire un forage dévié, ce qu'on appelle un forage horizontal, vous pouvez à ce moment-là, au lieu d'avoir seulement une section de 10 mètres de haut, vous pouvez cette même section-là la poursuivre à travers la formation sur une distance de 1 km. Vous allez avoir une surface à ce moment-là plus grande d'un facteur de 100 fois plus, autrement dit, de production de surface par laquelle le pétrole et le gaz peuvent venir dans votre puits. Un forage horizontal, souvent les gens vont penser que c'est la fracturation. Forage horizontal ou vertical, c'est la même chose, c'est la même machinerie qui s'en vient, sauf qu'on rajoute des déviations à l'intérieur de ça. Il y a un moteur au bout du forage, donc c'est plus technique, c'est plus dispendieux, mais ça s'appelle un forage conventionnel. On sait que le pétrole vient des fractures qu'il y a dans la roche. Les géologues, les ingénieurs chez nous, ont réussi, je pense, à trouver comment étaient faites ces fractures-là, comment à partir de ces fractures-là, on pouvait augmenter notre production. Alors, c'est ça qu'on s'apprête à faire un forage qui va traverser ces fractures-là, parce qu'on pense qu'on est capable de les localiser actuellement, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, localiser, puis suivre ces fractures-là, ces petites fractures naturelles dans la roche, sans venir fracturer, si vous voulez, avec de la pression. Sur le cas d'Aldiman numéro 3, on pense, on a tout misé, toute notre énergie a été mise là, justement, pour dire est-ce qu'on pense qu'on va être capable de produire tout le champ Aldiman de façon conventionnelle, sans fracturation, en utilisant cette technologie-là de forage horizontal. Merci d'être resté avec nous pour cette 4e émission d'information sur l'exploration pétrolière dans l'Est du Québec. Un puits qui a été foré pour l'exploration peut-il servir à la production? La réponse est oui, mais pas nécessairement. Il faut que non seulement les tests de production effectués sur ce puits soient positifs, mais aussi que ces tests démontrent que la production du gisement est rentable pour la société qui explore. Ce n'est que lorsque les tests de production sont positifs et prouvent que l'exploitation d'un gisement peut être rentable qu'une société peut aller de l'avant et travailler à l'obtention d'un bail de production. Dans la prochaine émission, il sera question des différentes exigences auxquelles doit se conformer une société pour obtenir un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable et un bail de production du ministère des Ressources naturelles et de la faune du Québec. Nous espérons que vous serez des nôtres pour cette prochaine émission. Si vous avez des questions sur les thèmes abordés ou des réactions au contenu de cette émission, vous pouvez communiquer avec Petrolia, soit en utilisant l'adresse électronique info@petroliagaz.com ou encore en téléphonant au numéro sans frais 1-855-657-1966.